On va donc évoquer le dossier sahraoui. Le Makhzen fait feu de tout bois pour faire taire les critiques, chantage, diffamation, scandale en tout genre pour tous ceux qui défendent les droits du peuple sahraoui. Pourtant, des critiques et des appels sont nombreux pour accélérer le processus de l'autodétermination. On en parle avec notre invité du jour juste après ça. Justement, pour parler du dossier sahraoui et le bras de fer dans sa coulisse, rien de mieux que de le faire avec un spécialiste en la question, Saïd Ayachi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Saïd Ayachi, je rappelle que vous êtes le président du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Première question, comment vous avez reçu ces images de Madrid avec cette foule qui scande un seul et même message, à savoir enfin le vote pour l'autodétermination du peuple sahraoui? Oui, très bonne question. Les images que nous avons vues aujourd'hui qui rapportent les manifestations qui ont eu lieu à Madrid sont tout simplement l'honneur de l'Espagne. C'est le peuple espagnol qui, encore une fois, montre que l'Espagne a failli à sa responsabilité historique. Elle a carrément abandonné le peuple sahraoui alors que le processus d'autodétermination était en route et qu'en 1974, l'Assemblée générale des Nations unies avait déjà recommandé à l'Espagne d'organiser ce référendum. Et que Franco lui-même, avant qu'il ne rentre en agonie, avait promis à la Jama'a sahraoui d'organiser ce référendum. Les manifestations qui ont lieu aujourd'hui à Madrid rappelle les sinistres accords de Madrid de novembre 1975 qui ont dépecé le territoire du Sahara occidental à ce moment-là entre le Maroc et la Mauritanie avec l'accord de la puissance administrante, l'Espagne alors, toujours d'ailleurs, et sous le parrainage de la France. Sous le parrainage de la France, n'oublions pas, parce que ces accords étaient déjà une idée française et une suggestion française. Et donc, ces accords ont, j'allais dire, acté l'abandon de l'Espagne, qui a déserté le territoire et qui a permis au Maroc de partager le territoire avec la Mauritanie. On va en parler, Saïd Ayachi, mais je voudrais qu'on reste un peu encore sur Madrid aujourd'hui. On a vu, c'est donc, pour rappel, c'est des manifestations qui ont eu lieu suite à l'appel des organisations de solidarité avec le peuple sahraoui qui scandaient un seul et même message, malgré la différence peut-être ou la nuance de certains courants de ces associations. Alors, ils scandaient un seul message, l'autodétermination du peuple sahraoui, et ce qui est marquant, c'est que la nouvelle génération semble prendre le flambeau du combat pour les droits du peuple sahraoui. Cela est exact. Cela est exact. L'occupation marocaine du Sahara occidental date maintenant de 49 ans. Et vous pouvez trouver en Espagne, effectivement, toutes sortes de générations, toutes les générations qui se suivent, sur une même ligne de défense des Sahraouis, c'est-à-dire qu'ils puissent bénéficier du référendum d'autodétermination. Vous avez parlé de nuances, mais concernant le dossier sahraoui, vous pouvez trouver une quasi-unanimité dans tous les espaces sociopolitiques de l'Espagne. Vous trouverez les partis politiques, les syndicats, les associations. Vous savez qu'il y a plus d'une centaine d'associations qui militent pour les Sahraouis. Toutes les régions d'Espagne connaissent, ont une association de soutien au peuple sahraoui. Et donc, vous avez approximativement, selon en tout cas ceux qui ont évalué la chose, à peu près 85% du peuple espagnol qui soutient le peuple sahraoui dans sa lutte pour la liberté et l'indépendance. C'est malheureusement la classe politique qui n'est pas à l'unisson avec le peuple espagnol et bien entendu on a vu comment certains partis politiques, en l'occurrence surtout les socialistes, ont quasiment trahi le peuple sahraoui pour qu'il ne bénéficie pas
de son droit à l'autodétermination tel que le stipule le droit international. Alors, Saïd Ayachi, vous parliez il y a quelques instants des fameux accords de Madrid qui ont condamné, on peut le dire, le peuple sahraoui à plus de 4 décennies d'exode et de souffrance et surtout d'absence de droit. Alors, un mot peut-être pour ces accords de Madrid, pour ceux qui ne seraient pas férus de l'histoire sahraoui. Alors, des accords qui ont été signés le 14 novembre 1975, alors entre l'Espagne, la Mauritanie, le Maroc, et vous avez dit en coulisses la France qui était bien là. Très sûrement, la France, oui. Alors, qui établissait les conditions du retrait espagnol du Sahara occidental et de la partition du territoire entre le Maroc et la Mauritanie. Alors, la Mauritanie se retire pour laisser seul le Marzen. Mais comment vous expliquez que le Marzen continue ouvertement à défier les instances onusiennes ainsi que ne pas respecter tout bonnement la souveraineté du peuple sahraoui, alors que l'ONU le stipule, le consacre? Sûr, je vous disais à l'instant que l'ONU avait recommandé déjà en 1960, l'Assemblée générale des Nations Unies avait recommandé en 1974, avait demandé à l'Espagne d'organiser le référendum de détermination au bénéfice du peuple sahraoui en 1974, et que les choses devaient en principe aller de soi après le retrait espagnol. Malheureusement, d'autres ingérences de parties tierces ont eu lieu, et donc l'Espagne s'est retirée quasiment de façon clandestine du Sahara occidental, et elle a permis, sur insistance de la France, que le Maroc puisse bénéficier avec la Mauritanie de la jouissance du territoire qui a été partagé. Donc, comme vous le savez, la partie sud pour la Mauritanie, la partie nord pour le Maroc. Ceci pour masquer une invasion qui ne disait pas son nom. Et par la suite, lorsque les unités combattantes du Front Polisario ont déclenché la résistance contre l'occupation, sous le coup de boutoir du Front Polisario, la Mauritanie s'est retirée de son territoire. Le Maroc, bien sûr, a vite fait de s'installer dans la partie sud également du territoire, après le retrait de la Mauritanie. Et donc, il y a une colonisation maintenant actée, de fait, établie. En face, il y a un droit international qui est très clair sur la question du peuple sahraoui, de son territoire. C'est l'autodétermination. Tous les ans, il y a une résolution du Conseil de sécurité et il y a une recommandation de la 4e commission de l'Assemblée générale qui recommande l'organisation du référendum. D'ailleurs, il y a eu un cessez-le-feu en 1991 signé entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario sur la base de l'organisation d'un référendum. Il y a eu la création d'une entité onusienne, en l'occurrence la MINURSO, dont l'acronyme veut dire Mission internationale des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Et donc, les choses devaient se dérouler vers l'organisation du référendum. Qu'est-ce qu'on attend pour sanctionner le Marzen alors? Est-ce que c'est l'étape, normalement, c'est l'étape prochaine? Vous savez, c'est comme dans votre premier sujet, concernant le peuple palestinien et Gaza et la Cisjordanie. Vous savez, les choses sont claires en Cisjordanie et à Gaza, c'est un carnage sans nom, c'est une boucherie inhumaine, c'est quelque chose que la morale ne peut pas accepter, et pourtant cela se déroule depuis presque 14 mois, et que l'Occident, entre autres, et surtout, hypocrite, feint de ne pas voir, et que le Conseil de sécurité est défaillant par rapport à ses responsabilités d'arrêter de déclarer un cessez-le-feu qui aurait été très facile. Maintenant, l'entité sioniste arrogante, sûre de l'impunité dont elle jouit de la part de certains membres permanents du Conseil de sécurité, continue son massacre, sans vergogne, et évidemment, on ne peut pas dire que c'est une guerre, c'est un génocide, puisque les principales victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées, et surtout les destructions qu'on a vues aussi, des villes à compléter. En Cisjordanie, les colons qui tuent, les colons protégés par l'armée sioniste qui est derrière, et qui tuent des Palestiniens, et cela ne donne lieu à aucune sanction de la part des Nations Unies, et du Conseil de sécurité principalement. C'est le droit international qui est bafoué. C'est le droit international qui est pris en otage par des intérêts politiques et par des alliances criminelles. C'est la même chose au Sahara occidental. Vous faites le parallèle, hein? Tout à fait établi. Tout à fait établi. Aujourd'hui, on est face
à un non-respect du droit international. Il est très clair pour la Palestine, puisqu'il y a plus de 150 résolutions qui recommandent la création de l'État palestinien à côté de l'État d'Israël, mais qui ne sont pas appliquées par l'État sioniste. Il y a à peu près une cinquantaine de résolutions des Nations Unies qui recommandent l'organisation du référendum au Sahara occidental, mais que le régime marocain n'applique pas. Donc c'est une non-application du droit international. On le déclame, mais on ne l'applique pas. Parce que tout simplement, les mécanismes de l'ONU qui auraient permis de passer du chapitre 6 au chapitre 7, qui rendraient les résolutions contraignantes, ne sont pas permises par les membres permanents du Conseil de sécurité qui ont chacun leur protégé, l'État sioniste pour les États-Unis d'Amérique et le Royaume du Maroc pour ce qui est de la France. Alors il y a beaucoup de témoignages qui nous parviennent de Raza, des médecins, des chirurgiens qui nous racontent, qui au début n'étaient pas familiers avec la souffrance du peuple palestinien, qui nous racontent réellement à travers je sais pas, les soins apportés, l'accompagnement psychologique, cette souffrance profonde du peuple palestinien. Eh bien concernant le Sahara occidental, il y a un monsieur qui s'appelle Luis Portillo Pascual del Riquelme, pardon, j'y arrive. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un professeur d'université qui a écrit un livre qui est en train de faire fureur, qui s'intitule Pour la défense de la cause sahraoui, qui est une compilation d'articles de 2007 à 2024. Et ce qu'on y apprend nous fait froid dans de l'eau, puisqu'on évoque des chantages à l'endroit des dirigeants sahraouis, mais également des dirigeants espagnols, voire européens, des violations, vous l'avez dit, des résolutions onusiennes, mais également européennes, le non-respect de l'arrêt de la Cour de justice européenne, l'acharnement contre les défenseurs donc des droits des Sahraouis, mais également l'acharnement à l'endroit des journalistes. Enfin, et l'abandon aussi, ça qui m'a interpellé, l'abandon des prisonniers sahraouis avec une espèce de vide juridique sans que personne ne s'inquiète. Alors on le voit, il y a plusieurs encartades à l'endroit des droits de l'homme. Est-ce que ça va durer longtemps selon vous Alors, on a parlé tout à l'heure de la quasi-unanimité du peuple espagnol en faveur des Sahraouis, mobilisé en faveur des Sahraouis. Dans cette mobilisation populaire espagnole, il faut inclure quasiment toutes les universités d'Espagne. Vous avez Portillo, bien sûr, qui est un ancien militaire qui accompagne les Sahraouis depuis maintenant 45 ans. Vous le connaissez personnellement ? Personnellement, je ne l'ai pas connu, mais je connais ses écrits. D'accord. Je connais ses écrits qui sont nombreux. Mais je connais d'autres professeurs d'université qui sont très engagés, qui eux-mêmes aussi ont beaucoup écrit. C'est là pour vous dire que le soutien au peuple sahraoui, effectivement, provient de beaucoup d'espaces sociopolitiques, les universités, les syndicats, les partis politiques, les familles qui accueillent 12 000 enfants chaque année, chaque été. Cela pour manifester leur soutien au peuple sahraoui. Et bien sûr, concomitamment à ça, c'est une façon de dénoncer la position du gouvernement espagnol sur le dossier du Sahara occidental lorsqu'elle s'aligne sur les positions marocaines qui prônent donc l'autonomie pour le peuple espagnol. Et donc, cela fait qu'il y a cette mobilisation. Le problème qu'il y a, non seulement Portillo, les universités espagnoles, et les associations espagnoles et le peuple espagnol et les syndicats espagnols, il y a aussi tous les rapports des ONG internationales. Il y a plus de 50 rapports. Il y a même des rapports du Parlement européen en 2013. Il y a un rapport de la Fondation Kennedy aux États-Unis. Il y a des rapports du département d'État américain sur les violations des droits de l'homme quotidiennes, je dis bien quotidiennes, de toutes sortes. Vous avez des violations, vous avez les arrestations arbitraires, les bastonnades, les viols, les vols, Alors, ce qui nous incite à poser la question par rapport à ce que nous raconte Luis Portillo Pascual del Riquelme, comment vous expliquez, vous qui êtes un militant expérimenté, un observateur du dossier sahraoui, qu'est-ce qui garantit au Merzen d'être à la marge du droit international? Comment vous expliquez qu'on lui signe un blanc-seing par rapport à toutes ces encartades par rapport aux droits humains du peuple sahraoui? Vous savez, l'institution, si l'on peut dire, l'institution qui est capable de mettre un frein à ça, c'est le Conseil de sécurité. Le mécanisme des Nations Unies a prévu donc l'Assemblée générale comme étant une assemblée consultative
Mais le cœur des Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité. Or, dans le Conseil de sécurité, nous venons de vivre, il y a à peine quelques jours, comment notre ambassadeur, fin octobre, lorsqu'il s'agissait de voter la résolution sur le Sahara occidental, n'a pas pris au vote pour manifester son désaccord de ce qui est arrivé dans les coulisses. Rappelez-vous, il avait justement parlé, notre ambassadeur Ammar Ben Jemaah, s'était même mis d'accord avec le rédacteur de la résolution, en l'occurrence le représentant américain, pour dire qu'il fallait qu'on aborde les droits de l'homme et qu'on esquisse un mécanisme de protection des droits de l'homme. Le représentant américain lui a donné son accord, mais quand il s'agissait de présenter le texte, cela n'existait pas. Il y a un antécédent encore célèbre qui est connu en 2013. La Fondation Kennedy a fait du lobbying sur l'administration américaine qui a proposé l'élargissement du mandat de la MINURSO au Sahara occidental pour protéger les droits de l'homme donc qui étaient violés. Et qui a fait barrage à cette suggestion d'élargissement pourtant qui allait dans le bon sens? C'est la France avec un droit de veto. La France s'est opposée à l'élargissement. Donc vous voyez, quand vous avez les membres permanents qui, eux, protègent l'impunité, qui protègent les viols des droits de l'homme. Nous avons vu tout à l'heure, et c'est la même chose au Sahara occidental, nous avons vu comment le droit international humanitaire n'est même pas respecté, ni au Sahara occidental, ni en Palestine. Et pourtant, le CICR est le garant de ce droit international humanitaire. Il n'est pas du tout concerné. On a bombardé même des centres de santé de l'UNRWA. Il y a des prisonniers sahraouis qui vivent dans des conditions inacceptables, inhumaines, et sont dénoncés. De Mistura s'est rendu dans les camps de réfugiés. On lui a mis un rapport circonstancié, détaillé, vérifié, documenté. Et il n'y a rien qui suit par la suite, parce qu'il y a cette impunité qui est garantie au royaume marocain et à l'entité sioniste. Alors, ce que vous nous décrivez, ce qu'on a décrit d'ailleurs depuis le début, c'est un peu l'aspect difficile, voire noir de la condition humaine qui prend en étau donc, les Sahraouis. Mais il y a un côté positif. On le voit avec les images de Madrid, il y a un élan, il y a une vivacité, il y a un combat qui est encore... il y a une vitalité par rapport à la défense. Ce sont pour moi, et vous en conviendrez avec moi, Seth Karim, ce sont deux questions jumelles, la question palestinienne et la question sahraoui. Nous n'avons pas vu depuis la guerre du Vietnam autant de manifestations dans les rues du monde, des universités de tous les pays en faveur de la cause palestinienne. Nous n'avons pas vu autant de manifestations à Madrid que pour le peuple sahraoui. Mais ils le disent sans embâche, il faut accélérer dès à présent le processus, c'est-à-dire l'application des décisions de la légalité internationale, c'est-à-dire l'autodétermination. Alors je vous pose ma question, c'est pour quand et qu'est-ce qui manque au fond pour l'organiser, vous qui êtes un observateur du dossier? Quand il y aura une volonté politique au sein du Conseil de sécurité, quand il y aura les membres permanents du Conseil de sécurité assumeront pleinement les responsabilités en tant que... Ce n'est pas le cas maintenant, donc. Ce n'est pas le cas du tout, bien sûr que ce n'est pas le cas. Je vous disais que la France s'oppose, elle qui se dit patrie des droits de l'homme, elle s'oppose à la protection des droits de l'homme. Que les États-Unis d'Amérique, qui sont la première puissance du monde et qui sont censés être le garant de la sécurité, qui disent qu'il ne faut pas faire cesser le feu à Gaza, il faut laisser encore les sionistes tuer un peu plus. Bien sûr, aujourd'hui, le problème est le problème du respect, de l'application des droits de l'homme et surtout du double standard. Lorsqu'on voit que ce même droit international, ce même droit de l'homme, ces mêmes droits des réfugiés sont convoqués immédiatement en Ukraine parce qu'il s'agit d'Ukrainiens, d'Européens. Parce que pour certains, peut-être, une vie ukrainienne vaut plus qu'une vie sahraoui ou une vie palestinienne. Et tout le problème est ce double langage, ce deux poids, deux mesures qui crée une injustice très très forte et qui pousse maintenant le fait qu'il y a beaucoup de pays dans le Sud qui ne reconnaissent plus une crédibilité à ces membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, dernière question, Saïd Ayachi. Au fond, ce dossier sahraoui est un symptôme de cette schizophrénie, peut-être le mot est exagéré, mais on va dire le paradoxe du droit international, puisqu'il n'arrive pas, bien sûr, il y a des condamnations, mais on n'arrive pas à aller au-delà, c'est-à-dire donner de la concrétude par rapport à ces sanctions. Mais finalement...
est-ce qu'on peut être optimiste par rapport au futur, c'est-à-dire, je parle de moyen terme? Tu sais, parce que justement, il y a les peuples. Vous me parliez, vous m'avez commencé à m'interroger à partir de la manifestation sur Madrid. C'est le peuple espagnol. Ce qui est en train d'aider les Palestiniens, c'est les peuples du monde. Si les gouvernements ne sont pas dans la bonne ligne, les peuples, eux, savent ce qui est juste, ce qui doit être fait pour aller dans le bon sens, pour la paix et la sécurité dans le monde et pour la prospérité des peuples. Et évidemment, ce sont les pressions populaires, quand elles atteindront un certain niveau, qui fera réfléchir justement les grands qui gèrent les relations internationales et qui pratiquent le double langage et le double standard dans les relations internationales. Voilà, ce sera tout. Merci d'avoir été avec nous. Saïd Ayachi, je rappelle que vous êtes le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci de nous avoir permis de mieux cerner la question ainsi que les tenants et les aboutissants. Je vous dis à bientôt.